Bienvenue à cette série intitulée Le lien, mettant en vedette les parcours entrepreneuriaux des diplômés de l'Université d'Ottawa du monde entier. Restez à l'écoute et découvrez comment nos invités provenant de nombreux horizons ont donné vie à leurs idées et à leurs passions. Nous allons explorer les mesures qu'ils ont prises, les problèmes qu'ils ont surmontés et les leçons apprises. Je m'appelle Nicolas Terdessa et je suis diplômée de l'Université d'Ottawa du programme de communication et je serai votre animatrice lors de cette série. Originaire de la ville de Toronto, Rosemary est enseignante à Ottawa où elle enseigne la première année virtuellement. Oui, vous avez bien entendu, elle s'occupe d'une vingtaine de petits de 5 ans à travers Zoom. Je ne peux même pas imaginer la quantité de créativité, d'empathie et de compétences entrepreneuriales nécessaires pour bien faire ce travail à chaque jour. Bonjour Rosemary. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. En tant qu'enseignante, la réussite de vos élèves est votre modèle d'affaires. Est-ce que tu te considères comme une entrepreneur et comment est-ce que tu es entrepreneur à tous les jours? Malgré le fait que je n'ai pas une entreprise, je me considère quand même un entrepreneur parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut sortir des sentiers battus en faveur des idées nouvelles et innovatrices afin d'atteindre un certain but. Des fois, ces buts peuvent être des buts financiers, des fois, ce sont des buts philanthropiques. Mais personnellement, mon but, c'est le succès académique de mes élèves et mes idées innovatrices, ce sont mes leçons. À chaque jour, je dois toujours me demander comment est-ce que je peux motiver mes élèves et qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour garder leur attention. Comme une entreprise, je dois créer du contenu qui est vraiment ciblé à mon audience. Et mon audience, c'est mes élèves. Alors, je dois connaître mes élèves, je dois connaître leur identité, leur culture, leur religion, etc., afin d'essayer de l'incorporer dans ma pratique. C'est formidable. On comprend que certaines des élèves sont en classe, d'autres apprennent virtuellement. Les réalités sont différentes pour les écoles primaires et secondaires et aussi ça varie selon l'endroit où on est au Canada. Ma question pour vous, quel a été l'impact vraiment de la COVID-19 sur votre industrie et comment est-ce que vous êtes adapté au sein de votre classe? Alors, je sais que dans n'importe quelle classe que vous allez rentrer dedans ou parler avec, à chaque classe, ils ont des problèmes et des besoins uniques. Alors, basé sur mon expérience personnelle, je trouve que le COVID-19 a eu un impact énorme sur ce que j'enseigne. Avant cette pandémie, c'était vraiment centralisé sur le curriculum de l'Ontario. Mais maintenant, j'enseigne quand même le curriculum de l'Ontario, mais il y a une partie ajoutée de la technologie. Parce qu'il faut se rappeler que moi, j'enseigne des enfants de 5-6 ans. Alors, au début de l'année scolaire, j'avais des élèves qui ne savaient même pas comment allumer l'ordinateur. Alors, à chaque fois que je donnais des leçons ou à chaque fois qu'on avait des activités à faire en salle de classe, je devais prendre du temps à les expliquer comment utiliser la technologie avant même qu'on pouvait commencer à apprendre le curriculum. Alors, c'est pas qu'ils apprennent moins, c'est plutôt qu'ils apprennent des choses différentes. Et je trouve que dans un sens, c'est quelque chose de positif parce que les élèves qui apprennent de façon virtuelle, ils ont l'opportunité d'apprendre comment utiliser la technologie de façon responsable et de façon respectueuse, ce qui est vraiment un gros privilège pour moi. Et une deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est aussi un gros changement au niveau des accommodations qu'on peut donner soit aux élèves ou soit au personnel.
Un exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est une de mes collègues qui est partiellement sourde. Elle devait vraiment se fier sur le mouvement des lèvres de ses élèves afin de les comprendre. Mais maintenant, on est dans un milieu scolaire où tout le monde est en train de porter des masques pour la santé. Alors pour elle, on devait trouver des idées, encore une fois, innovatrices, nouvelles, pour faire ces accommodations pour elle. Alors, c'est merveilleux parce qu'on apprend beaucoup, on utilise notre créativité, mais il a définitivement certains défis qu'il faut surmonter. C'est sûr. Donc, il y a beaucoup d'options et d'opportunités d'innover dans ce nouveau milieu scolaire. C'est vrai, l'innovation est très importante pour l'entrepreneuriat. Un autre aspect qui est assez important pour l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Puis, moi, j'aimerais savoir comment encouragez-vous vos élèves à prendre des risques? Ou comment est-ce que vous encouragez un environnement où ils se sentent en sécurité de le faire? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je l'aime beaucoup parce que ça me donne l'opportunité de rentrer dans ma passion et de ma philosophie en tant qu'éducatrice. Alors, pour moi, une de mes plus grandes passions, autre que l'éducation, c'est l'équité. Et pour ceux qui ne savent pas, l'équité, c'est le fait de reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui est né avec le même privilège. Alors, c'est notre responsabilité en tant que société de venir combler ces vides. Et j'essaie de faire ça dans ma propre salle de classe. Une des façons que j'essaie de faire ça, c'est j'essaie d'utiliser l'identité, la religion, la culture, etc. de mes élèves en salle de classe pendant que j'enseigne. Je trouve que c'est très important parce que lorsqu'ils se voient dans le curriculum et dans les leçons, ils sont plus motivés à participer. La deuxième chose que j'aime faire, c'est de donner des choix à mes élèves et de les donner l'opportunité de partager avec moi ce qu'ils veulent dans leur propre éducation. Et en les offrant des choix, ils se sentent vus et entendus. Et lorsque les élèves se sentent vus et entendus, ils sont plus motivés à prendre des risques. Et c'est vraiment en prenant des risques où ils peuvent être enseignés les meilleures leçons. La deuxième chose que j'essaie toujours de faire, c'est de modeler les échecs chez mes élèves. J'essaie toujours de leur montrer que c'est correct, c'est parfaitement normal d'avoir des échecs. Par exemple, aujourd'hui, j'ai demandé à mes élèves, « Oh, les amis, j'ai oublié comment dire le mot « mom » en français. Comment est-ce qu'on dit « mom » ?» Et en faisant ça, ils ont eu l'opportunité de se dire, « Wow, mon enseignante a oublié un mot, elle ne sait pas quelque chose. Oh, peut-être c'est quelque chose de normal. Peut-être c'est correct si moi je le fais. » Alors, c'est important d'avoir ces moments avec eux aussi. Ah, c'est fantastique. C'est vraiment, tu es en train de cultiver des leçons qu'ils peuvent apporter avec eux avant qu'ils deviennent entrepreneurs eux-mêmes. Exactement. Vous êtes diplômé de l'Université d'Ottawa aussi. Vous avez étudié votre bac et votre bac en éducation, mais en plus, vous êtes de retour au campus pour faire une maîtrise aussi. Donc, vous allez avoir beaucoup de choix pour ma prochaine question. Ma question est, quel cours offert à l'Université d'Ottawa a eu le plus grand impact sur vous? Je pense que le cours qui a vraiment eu le plus grand impact sur moi, c'était un cours sur la culture et la religion autochtone. C'était toujours un sujet qui m'a intéressée, mais j'ai décidé de prendre le cours parce qu'une de mes très bonnes amies, elle prenait aussi le cours, alors on voulait être ensemble. Mais ça a eu un impact tellement énorme que ça m'a poussée à faire ma maîtrise dans le domaine d'équité en éducation. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que
il faut comprendre que presque tout qu'on a appris à l'école à propos du peuple autochtone ici au Canada est pratiquement complètement tout faux. Ils vivent une réalité qui n'est pas vraiment connue chez certaines personnes. Et ça a vraiment ouvert mes yeux à leur réalité. Et ça m'a poussée à faire une expérience où j'ai pu enseigner sur une réserve autochtone aussi, juste pour m'informer un petit peu plus sur la réalité actuelle dans l'année 2020. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le sujet d'équité et c'est quelque chose que j'essaie aussi d'incorporer dans mes leçons et dans ma salle de classe. Je veux que mes élèves savent qu'est-ce qui arrive vraiment dans notre pays avec ce peuple pour peut-être un jour aider à changer les choses, aider à créer un pays qui est un peu plus gentil vers notre peuple autochtone. Donc là, tu nous racontes que tu as non seulement eu l'opportunité d'étudier l'équité dans la salle de classe, mais là, tu as eu l'expérience plus physique, plus pratique dans la vie réelle, qui est assez intéressante pour toi en tant qu'enseignante, parce que là, tu peux aller vraiment raconter divers angles de ceci à vos élèves, qui est vraiment formidable. Là, je me demande, une chose qui est assez importante pour les entrepreneurs, c'est le réseautage. Je me demande, en tant qu'enseignant, est-ce que tu réseaux avec les autres enseignantes? Est-ce que vous partagez les ressources? Est-ce que vous travaillez ensemble pour pouvoir enseigner de manière plus efficace, soit virtuellement ou dans la salle de classe? Le réseautage, ça a l'air de quoi pour les enseignants? Pour moi, personnellement, je suis très, très chanceuse parce que j'ai un réseau magnifique de collègues. À chaque semaine, à chaque jeudi, on se rencontre et on partage nos leçons. Chaque enseignant est en charge de planifier un sujet spécifique et on partage les leçons. Et ce que ça fait, c'est ça coupe le travail énormément, mais ça fait en sorte que les leçons que nous pouvons planifier, que nous devons planifier, ils sont beaucoup plus détaillés et beaucoup plus intéressants pour nos élèves. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir beaucoup plus dans ma profession parce que ça n'arrive pas trop souvent. Comme j'ai dit, je suis très chanceuse d'avoir planté dans une situation pareille. Mais c'est quelque chose que j'avise aux autres enseignants de commencer à faire. Au niveau de ma salle de classe et au niveau de mes élèves, à chaque vendredi, je fais des voyages virtuels avec les élèves. Et oui, c'est une opportunité magnifique de non seulement apprendre un peu plus sur le monde, mais aussi d'apprendre un peu plus sur les élèves qu'on a dans notre salle de classe. Par exemple, il y a quelques semaines, on a pris un voyage en Inde pour la célébration de Diwali. C'était formidable. Diwali, c'est le festival des Lumières. Alors, vous pouvez juste imaginer les différentes choses qui se passent durant cette célébration. Mais c'était tellement magnifique pour mes élèves parce que j'avais quelques élèves qui célèbrent Diwali, mais la majorité n'ont jamais entendu parler de cette célébration. Alors, c'était un moment pour eux de réaliser qu'il y a un monde en dehors de leur monde. Et c'est un moment où ils pouvaient apprendre un peu plus sur les autres et à apprendre comment accepter et à célébrer la culture et la religion des autres. Alors, c'est quelque chose que je recommande à faire. Puis, comment est-ce que virtuellement tu as apporté ta classe en Inde? Est-ce que tu as ouvert Google Earth, puis tu as fait un petit Zoom? Comment est-ce que ça fonctionne? Ils ont des différents live streams où on peut vraiment être là durant la célébration. Alors, c'était à moitié live stream, à moitié en montrant des vidéos YouTube. Mais à chaque
voyage virtuel, j'essaie toujours d'avoir un aspect de live stream où mes élèves peuvent vraiment se sentir à cet endroit. Donc, la COVID a présenté une opportunité pour toi en tant qu'enseignante pour pouvoir trouver des manières innovatrices d'enseigner. J'imagine que c'est très rare qu'une enseignante peut apporter une vingtaine d'élèves de 5 ans en Inde. Donc, j'imagine que... Ouais, wow. C'est ça. C'est cool. Oui. Moi, j'ai pas fait ça en première année. Pas du tout. J'imagine qu'il y a beaucoup de moments d'apprentissage, comme tu viens de le dire, mais il doit aussi y avoir des moments magiques, des moments, comme le dit Oprah, des aha moments, où tu peux vraiment voir l'impact des leçons virtuelles. De rouler, on a parlé du fait que tu es allé au zoo avec tes étudiants. Oui. J'imagine qu'il y a plusieurs moments magiques aussi. Oui, oui. Un des moments qui était vraiment le plus spectaculaire pour moi cette année, c'est que en tant qu'enseignante de la langue française, mais en langue seconde, c'est le fait qu'en première année, la majorité de mes élèves en septembre, ils ne pouvaient même pas dire bonjour. Ils savaient vraiment rien de la langue française. Et maintenant, en décembre, ces élèves qui ne pouvaient même pas dire bonjour peuvent lire des phrases complètes en français. Ça, c'était énorme pour moi parce que c'est toujours difficile à apprendre à lire aux élèves, mais de les apprendre à lire sur une plateforme virtuelle, c'était 2 fois plus difficile. Mais le fait que j'ai pu le faire, le fait que mes élèves ont eu le courage de persévérer, ça, c'était une des choses les plus merveilleuses que j'ai subies cette année. J'imagine que ça ne doit pas être facile. Apprendre à lire, c'est très physique. Tu regardes les lettres, tu es là, donc c'est clair qu'il faut innover. Mais toi, comment est-ce que tu passes à l'idée au concret? Donc là, tu dis, OK, aujourd'hui, je vais apprendre mes élèves à faire X, Y. Comment est-ce que tu passes à l'idée au concret? Alors, comme j'ai mentionné un peu dans ma première question, tout ce que je fais, ça commence avec l'audience. Ça commence avec les petits humains que j'ai en avant de moi. Alors, le premier point de contact, c'est eux. J'essaie de penser quels sont leurs défis, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs méthodes d'enseignement. Est-ce qu'ils préfèrent lorsque je parle? Est-ce qu'ils préfèrent des vidéos? Et il faut prendre ça en considération avant même de regarder au curriculum. Et puis, je trouve qu'en faisant ça, comme j'ai dit avant, ça devient beaucoup plus pertinent à eux. Mais j'essaie toujours de le rendre amusant, spécialement avec les petits. Il faut avoir des jeux. Par exemple, lorsque j'apprenais les voyelles aux élèves, au lieu de faire la répétition ennuyante de A, E, I, O, U, Y, ils devaient se lever, ils devaient le faire avec leur corps. Alors, j'ai dit, montrez-moi votre A, montrez-moi votre O, montrez-moi votre E. Alors, c'est une façon amusante qu'ils pouvaient le faire. Et même au niveau de la lecture, on jouait toujours des jeux ensemble et ça les motive à persévérer. Ça aussi leur donne une excuse de se lever, de bouger. Ça doit être assez difficile d'être assis en avant d'un écran. Je sais que moi, en tant qu'adulte qui travaille à mon ordi à la journée longue, c'est quand même beaucoup, mais pour les petits aussi qui... Je suis chanceuse s'ils peuvent rester concentrés sur la leçon pour 20 minutes. Alors, toute une journée d'apprentissage, c'est beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on fait beaucoup de mouvements, beaucoup de danse, beaucoup d'éducation physique, juste pour les donner ces petites pauses mentales et corporelles. Pour les autres enseignantes ou les étudiants qui sont en train de penser à des idées entrepreneuriales, as-tu un conseil à les partager? Je pense que
il faut toujours commencer avec sa passion. D'abord et avant tout, il faut essayer de trouver quelque chose qui t'inspire, quelque chose que tu aimes beaucoup, qui ignites a fire, ça c'est l'expression en anglais, mais quelque chose qui te donne beaucoup de passion. Lorsque tu trouves cette chose, essaie de trouver des façons nouvelles et innovatives de le poursuivre. Tu peux faire ça en faisant de la recherche. Alors, essaie de faire le plus de recherches possible et essaie de trouver le vide dans ce domaine. Parce que lorsqu'on trouve le vide, ça c'est très souvent où on peut avoir le plus de succès. Alors, trouve ce que tu aimes et trouve le vide dans ce domaine afin de le remplir. Ouais. Et persévérer. C'est un très bon conseil. C'est à peu près toutes les questions qu'on avait pour toi. Moi, j'ai des questions perso pour toi avant de finir l'entrevue. J'imagine une vingtaine d'étudiants qui ont 5 ans à travers le Zoom. Ça doit être assez difficile. Mais toi, tu utilises quoi exactement pour garder leur attention? Est-ce que c'est vraiment leur manière d'apprendre? Est-ce que c'est avec des gestes? Comment vraiment est-ce que tu captes leur attention? C'est sûr qu'il faut incorporer spécialement pour des jeunes d'un âge tellement bas qu'il faut incorporer des mouvements corporels, mais pour moi, personnellement, ça, c'est comme une réalité pour n'importe quelle salle de classe, soit que c'est des élèves de première année ou de 12e année. Si vous voulez garder l'attention de vos élèves, si vous voulez les inspirer à apprendre et à garder leur attention, il faut incorporer leur identité dans les leçons. Il le faut. Parce qu'il faut réaliser que notre curriculum, elle est très eurocentrique. Et c'est la réalité, et spécialement ici au Canada, que ce n'est pas tout le monde qui a cette même origine. Alors, il faut essayer le plus possible de laisser les élèves se voir dans le curriculum. Donc, c'est vraiment à travers l'équité que tu trouves que c'est vraiment comme ça que tu peux capter leur attention. Exactement, oui. Cool. Donc là, on rentre dans la période un peu plus ludique, un peu plus amusant de l'entrevue. Je vais vous poser des questions un peu plus rapides. Réponds avec la première qui te vient à l'esprit. Prêt? Oui. Sucré ou salé? Sucré. Trop chaud ou trop froid? Ou trop froid. Appel au téléphone ou un message texte? Ou téléphone. Je déteste les textes. Je réponds presque jamais. Introverti ou extraverti? Je pense que je suis le mélange parfait des deux. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Première chose que tu fais quand tu te lèves? Je prends mon chien, je laisse sortir mon chien dehors. Et une chanson qui vous motive? J'ai trop de chansons qui me viennent en tête. Mais j'adore Lana Del Rey. D'accord. Mais merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Bon courage. Puis merci d'apprendre aux prochains futurs entrepreneurs comment bien prendre des risques et comment innover. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci.